Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Apparemment, voilà ce que m'inspire le sujet annoncé il y a 5 ans. Le projet fut dévoilé fin juillet et les premiers travaux ont démarré. On parle aujourd'hui de Neom, cette cité ultra-futuriste en plein désert saoudien. Vous avez un visuel qui s'affiche à l'écran. Et alors, je sais pas, moi, Neom, ça m'a fait... Bon, voilà. Alors... Il peut être tentant d'ignorer cette actualité, franchement, et moi ça m'a vraiment traversé l'esprit, parce que cette actualité peut sembler, mais alors complètement extravagante. Vous vous demandez peut-être là en ce moment, mais il sort d'où ce visuel? C'est vraiment quelque chose qui va sortir de terre? Oui, apparemment en tout cas. Cette actualité peut paraître un petit peu choquante, on va être là pour en discuter, et puis on ne sait même pas si le projet ira jusqu'au bout tellement qu'il est fou. Tiens, je vais faire une rime, bon bref. En tout cas, ce type de projet qu'on pourrait qualifier de pharaonique, oui, puisqu'en fait on parle d'Arabie Saoudite juste de l'autre côté de l'Égypte, n'est pas isolé. Je prends juste l'exemple du Caire bis, donc la nouvelle capitale de l'Égypte qui est en cours de construction, qui est quand même le plus grand chantier d'Afrique et qui va avoir une taille, cette fois, Paris intramuros. Voilà, alors que penser d'un tel projet ? Qu'est-ce qu'on en a à faire, Philippe, de ce sujet ? Eh bien, ça dit certainement beaucoup de choses sur l'homme et sur ses quêtes. L'homme avec un grand H, voilà. Doit-on faire d'ailleurs une lecture un peu biblique en tant que croyant sur ce type de projet ? Et oui, parce qu'en fait, Neom, avec son immeuble The Line, eh bien, il s'agit d'un monde clos qui veut résumer presque un peu le monde entier de demain. D'ailleurs, le site officiel en version française disait à un moment donné, maintenant ils l'ont changé, peut-être qu'ils se sont dit que c'est un peu too much, un nouveau miracle pour le monde. Waouh, rien que ça. Alors justement, quand le sujet est arrivé dans vos boîtes aux lettres, et on terminera ce tour de chauffe avec Anita qui se confesse aujourd'hui. Oui, je sais, c'est toujours assez croustillant quand Anita se confesse, donc restez un peu avec nous. Voilà. Il paraît que c'était pas vraiment une confession, on nous a dit en off. Oui, non, c'est pas vraiment une confession. C'est pas vraiment une confession, d'accord. Bon, voilà. Alors, vous voyez qu'elle s'affranchit des règles de l'émission, donc c'est vachement pratique pour gérer. Je dépasse le temps imparti habituellement, mais maintenant, je commence aussi à sortir d'exercice. C'est un peu le souci avec les anciens. Je parle pas anciens en âge, parce que ça serait un coup bas, même si on a parlé de sa retraite lors du dernier épisode. Mais les anciens dans l'équipe, voilà. Les nouveaux, hein, j'avais annoncé Alexandre, vous voyez qu'il est juste à côté de moi. Et puis, le remplaçant qui est bientôt presque titulaire, Alban, sont un peu plus jeunes, ils sont plus malléable. Voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut, pas à l'antenne parce qu'il y a du public, mais hors antenne. Bon bref, je m'égare. C'est un peu trop ça. C'est un peu. Oui, puis alors voilà, Alban tout de suite réagit. Non, mais attends, moi je suis boss, moi je fais ce que je veux de ma life. Il va où l'animateur là? Bon bref. Ça va, vous êtes toujours avec nous? Oui, yes, super. Allez, comment le sujet vous a chauffé? Si vous a chauffé bien sûr, en arrivant dans vos boîtes aux lettres, Alban. J'avais déjà entendu parler de ce type de projet, mais pas celui-là en particulier. Le nom ne disait rien. Ok. Après, pour moi, c'est un projet qui rentre dans la folie des grandeurs de l'homme. Donc, c'est un peu, ça va être récurrent dans les prochaines années. Les défis technologiques, l'homme qui veut se surpasser. Donc, voilà, je pense que ça va être récurrent et je trouve ça très intéressant de ce côté-là, tout simplement. Ok, donc ce type de sujet, à l'avenir ou régulièrement, il va revenir de toute façon sur le devant de la scène. Ok, donc c'est un bon exemple, chouette. Alexandre, pour ta première... Ouais, ben effectivement, alors moi, quand j'ai vu le sujet, donc j'ai été conquis parce que moi, la technologie... Oui, tu m'as dit top. Ah ouais, moi j'ai un peu pensé à toi en le choisissant en fait. Vrai, hein. En fait, voilà, moi c'est vraiment, c'est une partie de mon métier aussi, tout ce qui est la technologie, comme ça, un peu de pointe, liée au bâtiment. Donc là, c'est vraiment dans ce que je maîtrise. Donc bon, je me suis dit, Philippe, voilà, pour ma première émission, il m'a fait un petit cadeau. Grosse attente de l'audience, là, je note des Alexandre. Camille, si tu nous entends. et donc, effectivement, voilà, donc je me suis un petit peu plongé dedans. Et donc, au départ, vraiment, j'étais sur le site, j'étais conquis. Vraiment, je me suis dit, mais ce projet est top, ça va être super. Et puis après, quand j'ai regardé un petit peu dans le détail, voilà, on en reparlera après, mais je me suis un petit peu refroidi et j'ai eu un petit peu un deux temps entre, voilà, la technologie c'est top, et puis il y a l'humain derrière. Ah, ok, donc le sujet te chauffe. En revanche, ton opinion après sur le projet saoudien, là, du coup, est un peu refroidie. Exactement.
Oh, chaud-froid. C'est un coup à attraper le rhume, ça. Hein. Ça, c'est une dédicace émue pour la régie qui est un petit peu enrouée aujourd'hui. Voilà, avec une belle voix de crooner, du coup. Oui. Alors moi, tiens, au fait, qu'est-ce qui m'a fait ce sujet? Je vous avoue une vérité. Oui. J'avais un autre sujet. Spécial dédicace à David, qui est en déplacement aujourd'hui, qui ne peut pas être avec nous. David Rudloff, voilà. Et j'ai gardé ce sujet pour la prochaine fois quand David sera là, puisque ça va parler, je pense, d'écologie radicale. Et là, je me suis dit, je ne peux pas faire ce sujet sans David, sinon là, il m'en voudrait à mort. Et il aurait eu raison, voilà. Donc, et du coup, j'ai switché presque au dernier moment, et le sujet m'a paru évident. Eh ben oui. Voilà. Donc, moi, quand les évidences s'alignent comme ça, c'est beau. C'est trop Voilà. beau. Super. Eh bien, à propos d'évidences qui s'alignent, de confessions qui n'en sont pas, c'est le moment de Anita Régie. Ouais. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Coucou, c'est moi. Elle frime. Mais c'est ancien, je te jure. Wow. Alors, non, effectivement, je ne sais pas si c'est vraiment une confession. Ah, c'est d'accord. plutôt un millefeuille de pensées, d'impressions. Voilà. Alors, moi, j'aime le génie humain. J'aime ces constructions de bâtiments, les routes, les tunnels, les ponts. Devant un chantier de construction, je suis une gamine. Oh, les grosses machines. Oh, les grands trous. Bon. Et je suis admirative parce que je sais qu'au final, alors qu'on voit un entrelac de câbles, de machins, de bidules, dont je ne connais bien sûr pas les noms, je cherche même pas à les savoir, c'est pas ça l'intérêt. Je sais qu'au final, il va y avoir la jonction entre tous ces éléments et que ça va nous faire une belle construction. Je suis aussi très sensible à la question du patrimoine hérité des générations précédentes. Alors, je ne parle pas spécialement du patrimoine, ce qu'on appelle les belles pierres, les châteaux, les grands édifices. Non, je parle aussi des maisons, des villes, des infrastructures, des usines, de toutes ces choses, en fait, qui aujourd'hui nous assurent d'un certain confort, nous offrent des paysages urbains et ruraux qui sont familiers aujourd'hui et qui sont aussi pour nous des repères. Bon. Et pourtant, ces mêmes constructions en leur temps ont parfois été décriées pour leur nouveauté, leur ambition. La Tour Eiffel, je ne vous dis pas qui elle est, n'empêche qu'à l'époque, elle fut complètement décriée parce qu'elle était accusée de venir défigurer Paris. Ouais. Voilà. Mais je pense aussi au prix payé souvent pour ces gigantesques constructions. Souvent des habitants qui ont été expulsés de leur quartier. Sur certains chantiers, un nombre incroyable de morts d'ouvriers parce qu'on n'y prête pas attention. Je pense au canal de Suez qui a entraîné la mort de 120 000 personnes pendant 10 ans. En fait, je crois que la ville, c'est vraiment une projection de l'être humain avec sa partie consciente et sa partie inconsciente. Et dans des projets ambitieux comme ceux de nouvelles villes, de grandes villes, il y a souvent la nécessité, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre du rêve, d'une aspiration de l'être humain à se dépasser, à faire quelque chose de plus grand, voire d'éternel. Et il y a le côté sombre, la mégalomanie, celle qui se croit au-dessus de tous les obstacles, qui pense pouvoir vaincre la nature, et peut-être même vaincre Dieu, peut-être. À l'exemple, ça m'a fait penser tout au début de la Bible, dans le premier livre de la Bible, la Genèse, où il est question de la tour de Babel, où les hommes se sont ligués pour pouvoir monter jusqu'au ciel. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a renvoyé à une dernière ville qui apparaît aussi, entre autres, dans le dernier livre de la Bible Apocalypse, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et je me dis, je crois que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Oh, merci. Jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Merci Anita pour ce millefeuille de pensée et d'impression. Voilà, ok. Eh bien, sans transition, les faits et contexte. Et aujourd'hui, en guise de bizutage, c'est Alexandre qui s'y colle. Il n'y a pas de jingle, donc c'est parti. À toi, yes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ville qu'on appelle The Line? Donc The Line, c'est une ville ultra futuriste qui doit accueillir à terme 9 millions d'habitants. Elle est située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, donc en plein désert, à la frontière de la Jordanie, d'Israël et de l'Égypte. Enfin, c'est dans ce coin-là, hein, je l'ai resitué. Ouais.
Il y a un côté qui te donne au bord de l'eau, je crois. Enfin, effectivement, il y a un côté dans la mer, et après ça repart dans les terres très loin, 170 km. Donc en fait, le projet remet complètement en question l'organisation des villes plates et horizontales traditionnelles telles qu'on les connaît partout dans le monde. Et la ville, elle sera construite, donc vous l'avez vu sur la photo, sous la forme d'une grande ligne droite, d'où son nom. Elle fait donc, comme je l'ai dit, 170 km de long. Donc j'ai regardé à peu près, l'Alsace c'est 190 km. Hein, donc vous faites quasiment une ligne du nord de l'Alsace au sud de l'Alsace. Wissembourg-Saint-Louis. Donc voilà. Donc, et même au-delà de l'Alsace, incroyable. Donc, et sur une hauteur donc, de 500 mètres de haut, donc une fois et demie la Tour Eiffel, donc pareil, hein, ça donne un peu le contexte, et la largeur 200 mètres, donc c'est pas très large et c'est très long, une ligne. Elle aura l'allure d'un miroir géant de l'extérieur afin de s'intégrer parfaitement dans l'environnement. Donc là c'est pareil, un miroir c'est pas anodin. Elle sera constituée de logements, parcs et zones piétonnes, des écoles, des lieux de travail bien sûr, et les habitants pourront accéder à tous leurs besoins quotidiens à moins de 5 minutes. À pied bien sûr. Pour les toilettes, c'est pratique. Et donc il y a une promesse, bien sûr, la nature sera partout, il y aura des arbres, des cascades, et donc pas de route, pas de voiture, mais un train à grande vitesse, donc qui nous permettra de traverser la ville. Enfin, je dis nous. Ah, il y est déjà. Il y est déjà. Il a dit qu'il était conquis. Ouais, il a réservé déjà. Alors Alexandre vient de nous annoncer qu'il va nous payer le voyage et le séjour. Merci. C'est ça. On a un pied à terre en tout cas là-bas. Et donc on pourra faire le trajet en moins de 20 minutes. Donc c'est top pour 170 km. Le coût, quelques 500 milliards de dollars, rien que ça, financé par le Fonds souverain d'Arabie Saoudite et des investisseurs privés, notamment le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, aussi appelé MBS. Ouais. Voilà. Et donc la mégalopole fait partie du plan 2030 qui doit permettre à l'Arabie Saoudite de réduire son empreinte carbone et surtout leur permettre de sortir de l'économie pétrolière. Et donc, je vais pas vous payer le billet d'avion tout de suite puisque les travaux ont commencé. Alors j'ai regardé quelques images. Pour l'instant, c'est encore bien le désert. Ils font des petits trous dans le désert. Donc, les petits trous qu'Anita affectionne. Voilà, mais attends, il faut qu'ils soient grands quand même. C'est des grands trous. C'est des grands trous quand même. Voilà. Donc, mais par contre, voilà, en termes de chiffres, la ville doit accueillir d'ici 2030 1,5 million de personnes. C'est la première étape par rapport aux 9 millions que tu évoquais tout à l'heure. Première étape, et ensuite sur le reste de la décennie, il continue. Et une petite subtilité, donc The Line doit découler sur une zone économique qu'on appelle NEOM, donc qui est plus grande que ça et où il y aura sûrement d'autres villes, d'autres espaces, et où les habitants de cet espace économique seront appelés les Néomiens, et non plus des Saoudiens classiques. Donc en fait, il va recréer une zone économique. Voilà pour l'effet contexte. Oh pétard. Merci beaucoup Alexandre. Première question, à quoi ça vous fait penser le nom Néom? Anita, spontanément, quand tu as découvert, puisque tu l'as découvert avec le sujet, le nom Néom. Ah, mais j'ai pas pensé à cette question. Ben non, je vous préviens pas. Non mais c'est et je les mets un petit peu. Tu veux réfléchir? À Matrix. Ok. Ah d'accord. Ouais, Néo. Mais oui. Ils ont rajouté un M. Je crois qu'en arabe, il me semble, le M est volontaire. Hein. Le M est très important. Voilà, vu cette question, voilà, ça me fait penser. Ça fait penser à Matrix, ok. Voilà, le M, c'est l'avenir, il me semble. L'avenir, merci beaucoup. Voilà, j'avais un petit trou dans ma préparation et se trouve vient d'être comblé. Oh, c'est magnifique. Merci beaucoup. Ta prime. La prime pour elle est acquise pour un fait d'armes. Alban, Néom. Néom, alors j'allais pas dire Matrix, mais j'allais parler aussi de films de science-fiction, Oblivion ou ce genre de choses. Oui, voilà. Tout à fait. C'est directement à ça, Ouais, pareil, la science-fiction, et c'est surtout la ville où tout le monde a envie d'aller, mais au final, comment on s'y rend, c'est toujours un peu ça dans les films, mais il n'y a que certains élus qui peuvent y aller, et c'est voilà. Moi, du coup, ça m'a fait penser à Bienvenue à Gattaca, ce genre de films, qui du coup sont un petit peu moins positifs tout de suite. C'est ça. Alors, ouais. Et ça m'a fait penser en fait au 5e élément. Avec Bruce Willis. Oui, Bruce Willis, parce que ça m'est revenu tout d'un coup. C'était la première image que j'ai eue. Pourquoi? Parce que c'est lorsque j'ai imaginé ces déplacements sur plusieurs niveaux. J'ai repensé à cette ville où on voit des voitures, qui sont sur différents niveaux, dans l'air. Je ne sais pas comment ça circule. Et où en même temps, les gens se retrouvent dans des petits boui-boui enfermés. Oh, faut voir la tête que tu fais, là, on y est déjà, là. Oui, j'espère qu'il sera grand, ton truc, hein, Alexandre. Et voilà, comme ça, voilà. En fait, ça c'était ma première image, au fait. Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu confiné. D'ailleurs, je crois, pour ajouter un
un fait, tu l'as évoqué, en termes de densité de population à terme. La ville la plus dense aujourd'hui au monde, c'est Manille, hein, donc aux Philippines, avec 44 000 habitants au kilomètre carré. Là, on sera à 260 000 habitants au kilomètre carré. Voilà, donc c'est x6. C'est assez impressionnant. Ouais, donc Neom, moi, ça m'a fait penser à voilà, tout de suite, tout à l'heure. C'est pas la même culture. Oui. Ah, d'accord. Ok, très bien. Des retraites anticipées qui se perdent ici. Et puis, effectivement, bref, bienvenue à Gataka et avec ce que ça peut générer comme crainte. Deuxième question. Effectivement, tu l'as dit, ça s'inscrit dans une zone où les habitants s'appelleraient les Néomiens. C'est ça. Et pour ma deuxième question, donc du coup, le prince MBS a dit, ici, les règles seront différentes par rapport aux règles aujourd'hui en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça vous fait? À la fois comme quoi c'est une nouvelle zone avec des néomiens et le mec qui dit ici les règles seront différentes. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors personnellement, je dirais que c'est pour attirer aussi un peu du monde. Ah, il y a un côté un peu... ouverture au monde. Ouais. On sait que c'est une politique qu'il a envie de mettre en place. il est un peu réformateur, c'est ça, MBS? C'est ça, ouais. Enfin, toute proportion gardée, peut-être. Ok. On s'enflamme pas sur les réseaux, s'il vous plaît. Hein. Comme tu aimerais dire, c'est pour rendre le projet un peu plus sexy, tu vois. Ok. C'est pour attirer les gens à venir et donc de pas être freiné par le côté un peu conservateur de l'Arabie Saoudite, ou du moins l'image qu'elle emporte. Ok. Donc ça leur permettrait d'avoir un aspect plus occidental en termes de règles. Néanmoins, c'est quand même précisé que par rapport à tout ce qui est règles de sécurité, de frontières, etc., ça dépendrait encore du royaume de l'Arabie Saoudite. Ce serait que des règles introduites un peu de la ville, mais il serait soumis toujours à une autorité supérieure. D'accord, donc la souveraineté reste saoudienne, en revanche c'est un peu une zone franche ou une zone spéciale, quoi. Exact. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça te fait, à part... Anita? Oui, je me dis, je pense que... peut-être que c'est une manière effectivement de mettre à part un certain monde, un lieu de développement économique. Il faut de toute façon remplacer, il faut trouver de nouvelles richesses qui vont remplacer aussi les énergies fossiles. Et puis peut-être qu'il y aura d'un côté la vraie Arabie Saoudite et puis de l'autre côté peut-être un monde un peu perdu. Enfin, je sais pas, il a quand même, c'est un croyant, donc oui, enfin voilà, ça me laisse un tout petit peu perplexe, cette approche-là. J'aime bien quand elle dit perplexe. Alexandre, néomien, ici les règles seront différentes. Oui, effectivement, pour moi, forcément que les règles seront différentes, puisque tout est censé être différent. Puisque, effectivement, sur le fonctionnement, et puis il faut que ce soit attirant, comme on le disait. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand les gens vont à Dubaï, que je parle des Européens notamment qui vont à Dubaï, ils y vont pas pour voir l'Arabie Saoudite telle qu'elle existe, et ils vont à Dubaï parce que c'est luxueux, tout ça. Et je pense que ce sera un peu la même chose avec Neom, ils iront là-bas pour la technologie, pour tout ça. Et donc les règles, ce sera effectivement des règles européanisées, j'imagine. Alors après, en termes de culture, de religion, etc., est-ce que ce sera les règles strictes, on va dire, strictes de l'Arabie Saoudite, ou est-ce qu'on sera effectivement plus sur des règles un peu plus universelles, ouverte. Ouais. À noter quand même qu'on enregistre cette émission au moment où l'équipe de France de football a pris son avion justement pour le mondial au Qatar. Voilà, donc on est quand même dans ce contexte-là par rapport aux règles. Oui. Voilà. Ok. On lit un peu quelques articles, si on fait du coup une recherche Google, Neom, machin, du coup il y a les mots qui sortent, utopie et dystopie. Alors est-ce que c'est pas l'occasion pour tout le monde, et on n'a pas honte, tranquille. Alors utopie, peut-être que c'est relativement courant, mais comment vous définiriez-vous la... Ah, ça fait examen là. La différence entre une utopie et une dystopie. Vous avez le droit de dire Joker, franchement. Voilà, ici c'est pas... je sais pas quoi d'ailleurs. Enfin, je sais pas, utopie, dystopie. Alexandre, Alban, t'as l'air d'avoir une... Non. Avec tes mots à toi. Simplement... La dystopie vient toujours de l'utopie, j'ai l'impression. L'utopie, on va toujours recréer un monde parfait, entre guillemets. Ouais. Et généralement, c'est de la volonté de créer un monde parfait que découle en vrai la dystopie. Généralement, l'humain veut créer des choses parfaites, notamment dans les science-fiction, etc. Ou même dans la vraie vie. Et généralement, la volonté est bonne, mais après, dans la mise en place, il y a souvent des problèmes. Et ça crée généralement une dystopie après, un malfonctionnement en fait global et structurel. C'est comme ça que je le mettrai en avant là par rapport à Neom. Ok.
Bon, c'est un peu pénible la réponse Alban, là, parce que je ne sais pas ce qu'on peut répondre après ça. Moi, ça m'a l'air assez complet. Oui, enfin, moi, je bon, voilà. bien sa réponse, Ouais. hein, En tout cas, on est aussi là. Les 10, ce sont les 10. 10, ah oui, 10. Les 10 fonctionnements, 10 dysfonctionnements, donc 10 machin, voilà, c'est les 10, c'est-à-dire effectivement ce qui ne fonctionne pas bien, Ouais. enfin pas bien, ça donne une connotation oui, morale. parce que ça peut bien fonctionner au Voilà, début, mais ça d'après ce peut- que dit voilà, Alban, c'est par ça. exemple. Mais il y a un Où 10, c'est fait pour bien fonctionner, voilà, au c'est ça. contraire. Mm. Ok. Utopie, dystopie, c'est des termes que tu utilises régulièrement, toi? Alors, Moi, utopie, pas, hein, mais, oui, dystopie, non. Du coup, je me ok. suis un peu renseigné sur le terme Quoi? Mais tu dystopie. savais pas que j'allais poser la question? Alors, si, je savais. Ah Enfin, bon? tu me l'avais pas dit, mais Ah je te connais. C'est pareil, il faut que je surveille quand même mon langage non verbal ou je sais rien, moi. Ouais, c'est un technicien, je suis sûr qu'il a placé des trackers chez moi. Exactement. et donc. Alexandre. Quand j'ai lu la définition, donc une dystopie est un récit de fiction dépendant d'une société imaginaire, donc pour le coup c'est encore un petit peu le cas, même Ouais, si c'est on bien est d'accord. parti, organisé de telle façon à ce qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale sans contrainte de séparation des pouvoirs. Alors, Oh c'est un là petit là peu- là 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 là. C'est peut-être pas la définition la plus sexy, mais j'ai trouvé ça intéressant. Impossible de lui échapper parce que je me suis posé la question dans The Line. Il y a 2 grands murs, 500 mètres de haut, on est Ouais. au milieu. Il y a 170 km si on veut sortir par les extrémités. Comment on sort? Alcatraz, nouvelle version. Non mais comment on rentre, comment Ok. on sort quoi. Enfin, je veux Comment dire, on rentre, comment une on ville, on sort? prend une voiture, on roule un peu vite et on s'échappe quoi. Mais là, on Ok. est dedans quoi. Donc Ouais. c'est un Et en avion, plein milieu c'est du comment? désert en plus. Et en plein milieu du désert, il fait 40 degrés dehors. Donc je me suis dit Quand t'es dans le désert. Ok. Bon, ça date un petit peu, mais tous les fans auront reconnu. Merci beaucoup. Du coup, on va forcément aborder, je pense, le côté lumineux de ce projet. Tu l'as évoqué, Anita, dans ta confession, puisque tu as parlé, tu apprécies le génie humain. Oui, Je te cite, hein. tout voilà. à fait. Et le côté aussi potentiellement obscur que nous venons déjà un petit peu de dévoiler. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire utopie, dystopie, ouais, c'est bon. Oui, apparemment, il y a le côté un peu élitiste. Alors, du coup, je sais pas si c'est déjà... on va essayer de rester neutre, mais il y a un côté un peu élitiste qui est revendiqué d'ailleurs, puisque sur leur site, ils disent « Nous, on veut les meilleurs et les plus brillants ». C'est la traduction française. Hein. J'ai lu ça, en vrai, hein, donc sur le site officiel neom.com, voilà, neom.com. Qu'est-ce que vous pensez de ce côté un peu élitiste Ça va un peu avec le génie dont Anita parlait, je trouve. Concentrer, entre Alban. guillemets, les esprits les plus brillants sur un même endroit. Concentrer les pouvoirs sur un même endroit, ça permet à l'information de circuler plus vite. Ça permet donc généralement de créer les plus belles inventions. Donc c'est assez logique, entre guillemets, même si ça a ce côté moral, entre guillemets, à nuancer. Mais en termes de construction, création de génie... c'est cohérent pour toi. C'est cohérent, ouais. Et ça m'étonne pas, je veux dire, ils vont pas... Le projet coûte déjà aussi un maximum de fric, Ouais. donc pour y accéder, forcément, faut soit apporter quelque chose d'important, soit pouvoir payer une somme conséquente. Ok. Donc on se demande toujours comment Alexandre a trouvé les fonds déjà pour réserver son loft. Mais, Et le nôtre, Et le nôtre, Et oui, le nôtre. tout à fait. Mais il a des toilettes à 5 minutes. J'ai retenu quand même. Et ça c'est le plus important. Absolument. Ouais, donc ce côté élitiste, Alexandre? Oui, effectivement, donc il faudra que les gens soient riches parce que la technologie ça coûte très très cher, très Mhm. très cher et donc tout le monde ne pourra pas se le payer et en plus il faudra qu'effectivement les gens puissent contribuer d'une certaine manière puisqu'il faudra travailler là-bas, mais je pense que ça va être effectivement beaucoup de travail basé sur la nouvelle technologie puisqu'ils vivront en partie de ça. Donc, et puis il y a aussi, je pense, qu'il faut que les gens aient la capacité de s'adapter à ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que, on l'a bien vu avec le smartphone, aujourd'hui, les populations les plus âgées ont du mal déjà à s'approprier un simple smartphone. Alors si demain il faut utiliser des technologies, non, je parle de mes grands-parents. Ah oui, ok. Non, il y a des Vous ne voyez pas la œillades caméra, sur le mais, plateau, mais voilà. Non, c'est bon. Mais la plus âgée, elle n'était pas contente. Non, mais ce que je veux dire, c'est un exemple. Mais voilà, si demain tout est ultra connecté et ultra futuriste, il faut que les gens aussi aient cette capacité à utiliser la ville. Oui, c'est l'intelligence artificielle qui va régner dans cette ville, très concrètement. Oui, bien sûr, mais il faut avoir une réaction par rapport à Côté élitiste, Anita? Ah clairement. De toute façon, de quoi vit l'Arabie Saoudite? Elle ne recherche l'argent, elle a de l'argent, elle veut en faire, et c'est pas avec des pauvres qu'on en fait. Ok, bon, allez. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de lumineux quand même hein. Alors peut-être que déjà vous êtes en train d'écouter, de nous voir, dire mais non, mais arrêtez, mais ce genre de projet, mais c'est complètement un truc de malade, n'importe quoi. Ok, peut-être, on y arrive, il y a un côté obscur sans doute.
Mais quand même, j'aimerais qu'on discute un petit peu de qu'est-ce que ça traduit de chouette chez l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a de positif, de lumineux dans ce genre de quête? Qu'est-ce qu'il y a éventuellement de génial, voire de nécessaire? Il cherche une solution en tous les cas. En l'occurrence, là, pour MBS, et avant tout, il cherche une solution. Alors, c'est pas juste la mégalomanie, pas juste en tout cas. Pas juste, parce qu'il cherche une solution pour lui, pour son pays. Et alors, il y va même un peu plus loin, il parle aussi d'une solution, une solution pour le monde, dans le sens où, alors, encore une fois, c'est aussi un côté obscur mégalomane, mais néanmoins, dire pour le génie, la création de génie, pour la désalinisation de l'eau, créer de l'eau pour tout le monde, ou ce genre de choses, l'énergie solaire, etc. Je veux dire, on est quand même sur des problèmes qui touchent tout le monde. Et si eux, ils arrivent à trouver une solution, alors certes, ça ne veut pas forcément dire que ça va forcément bien se passer, et que, voilà, mais globalement, ils cherchent quand même à créer des solutions, à se tourner vers du positif, en tout cas. Oui, et puis tu l'as dit, Alexandre, dans l'effet contexte, ça s'inscrit dans une vision 2030, il y a un agenda voilà, où c'est la responsabilité, je pense, d'un souverain d'État de se projeter loin. Donc ça fait partie de cette sortie de dépendance des pétrodollars, quoi. Ok. Alban, Anita? Oui, là-dessus, c'est tout à fait juste. C'est bien qu'il envisage l'avenir, c'est bien qu'il prépare l'après-pétrole. Il n'y a rien à dire par rapport au fait d'avoir de la stratégie, de la prospective. Donc, c'est très bien là-dessus. Ok, un côté génial. Alexandre, le technicien en toi, tu as dit au début, mais j'ai regardé ça, mais waouh! En fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les produits qu'ils proposent, enfin, les technologies qu'ils proposent n'existent pas. Donc, ils vont devoir les créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils veulent que la ville soit neutre en émissions carbone. Donc, ils veulent avoir plein de panneaux solaires et tout ça pour produire de l'énergie pour 9 millions d'habitants. Sauf qu'aujourd'hui, je schématise, mais une énorme batterie pour 9 millions d'habitants, ça n'existe pas. Donc, technologiquement, il y a des défis qui aujourd'hui n'ont pas la réponse. Donc, ils vont devoir développer ces technologies. Donc, effectivement, tout le monde pourra en bénéficier ensuite s'il l'ouvre. Bien sûr, s'il la partage. Donc, oui, il y a du positif dans ce développement technologique. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses lumineuses? Parce que moi, je me suis dit, en fait, ce genre de projet un peu avant-gardiste, c'était bien ton recul avec la Tour Eiffel. Parce que non mais sérieux, on peut avoir tendance. Non mais éclairage, c'est quand même super comme émission. Ça permet de prendre aussi un peu de recul par rapport aux réactions spontanées qu'on a le droit d'avoir. Punaise, on est des êtres humains. Mais en fait, tout projet un peu comme ça, à l'époque, la célébrité est souvent posthume ou plus tard, quoi. C'est valable pour les peintres, c'est valable pour les grandes œuvres. Voilà, la pyramide du Louvre, vous aimeriez l'enlever aujourd'hui? Alors peut-être qu'il y a encore une proportion de vous, là, en termes d'audience. Pardon, c'était pas méprisant du tout, hein, mais voilà, voilà. La pyramide du Louvre, Beaubourg. C'est quoi ces tuyaux, là? Il y a ces autres monuments, j'allais dire, voilà, c'est sur le moment, mais, ou même quand certaines villes ont été refaites, j'allais dire, quand Paris a été refait par Haussmann. Dire, alors, il y a ces fameux dégâts collatéraux que j'apprécie pas non plus. Là, on va voir le côté obscur là dans un instant. Mais à un moment donné, on décide d'abattre des immeubles entiers, des quartiers, de tracer des lignes, des routes. Le Paris haussmannien à l'époque était aussi un peu décrié, même s'il pouvait être apprécié par ailleurs, parce qu'on trouvait que c'était des lignes trop droites. Bon, maintenant, j'allais dire, ces fameux immeubles, c'est Paris. Bah oui, c'est les boulevards parisiens. Punaise, moi je fais Taxi 5 là. Pardon, je m'enflamme. Taxi 5. Oui, je crois qu'il n'existe pas, ils sont arrêtés à 4, je crois. Je sais plus, non mais... Ah merde. On voit tout de suite les références de l'animateur. Oui, et donc je voulais dire que je crois que quand on est un peu avant-gardiste, il y a toujours 3 phases. C'est valable aussi pour nous au boulot. D'abord, on suscite la moquerie. Ensuite, on suscite la critique. Et ensuite, on suscite la jalousie. Voilà, il y a souvent 3 étapes comme ça quand quelqu'un est un peu avant-gardiste ou un produit est avant-gardiste sur un marché. Voilà, d'abord on se moque un peu, après on le critique et puis après on le jalouse. Oh punaise, ça marche leur truc. Voilà, ok. On a terminé ce côté lumineux. Elle suit le plan de l'émission quand même. Ah oui, t'as vu, on est discipliné. Enfin, moi je suis disciplinée. J'essaye. Et je me dis, oui, si Anita. Effectivement, dans cette situation actuelle où on dit que notre population mondiale éclate, qu'il n'y aura pas assez de ressources, de toutes sortes de ressources, si effectivement quelqu'un dit je commence à trouver une solution qui va nous permettre de pouvoir faire vivre X millions dans un lieu plutôt réduit de mon point de vue, ça peut aussi nous annoncer une autre manière de vivre sur la Terre. Voilà. Mais ce vivre sur la Terre, est-ce que c'est celui-là que nous voulons ?
Ok, alors justement, excellente transition. Beau, toi aussi qui vas chercher ton chèque à la fin de l'émission. Et la régie, la direction, tout ça, préparez-vous. Parce que là, du coup, je fais des promesses en public. Il faut les assurer quand même Et pourtant, derrière. on n'est pas en période électorale. Et pourtant, on n'est pas en période électorale. Et qu'est-ce que j'ai à gagner là? Moi, rien du tout, justement. Tu parlais, comment on en sort éventuellement? Parce qu'il y a une densité, il y a un confinement. Comment on en sort? Moi, j'ai direct la question, est-ce que forcément ce genre de concept amène à un contrôle social, à la chinoise actuellement, par exemple. Voilà. Ça a l'air d'être l'essence même du projet, on dirait. Quoi? L'essence même? Ah ouais, moi je suis en train d'évoquer éventuellement que ça doit l'amener, mais toi tu dis que c'est l'essence même du projet. Sur le site, c'est une des premières choses qui est évoquée quand même. Alors on parle de. Mais ils ne disent pas ici on va vous contrôler socialement quand même. Non, ils ne le disent pas ça comme ça, mais n'empêche que l'intelligence artificielle sera au centre du projet, au cœur de la ville. Et alors? Et va tout diriger. Donc moi personnellement, c'est comme ça que je le prends. Après, il y a des points positifs aussi. Je veux dire, c'est pas forcément tout négatif. Alors moi, par exemple, si je vais aller aux toilettes en sortant du loft d'Alexandre, l'intelligence artificielle va m'indiquer la toilette la plus proche où il y a le moins de queue. Exactement. N'importe quoi. Bon, faut que j'arrête avec cette histoire de. Oui, ok. En tout cas, dans tous les cas, donc c'est l'essence même pour toi. Donc ça va être omniprésent, voilà plutôt. Ouais. Ok. Et souvent pour le bien d'ailleurs, je pense, parce que le contrôle social, c'est souvent pour le bien, parce que là, c'est pour optimiser les ressources, optimiser les déplacements. Contrôle social inévitable pour toi? Oui, en fait, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut compter les personnes, enfin, je parle sur nos autoroutes ou même dans les bureaux aujourd'hui, si on veut savoir combien il y a de personnes dans un bâtiment, on va mettre des caméras, on va mettre des capteurs, donc on va avoir déjà cet indicateur-là pour des fonctionnalités simples. Eux, ils veulent aller bien au-delà. C'est-à-dire que sur l'intelligence artificielle, il faut que l'intelligence artificielle nous connaisse personnellement. C'est-à-dire que si quand moi je rentre chez moi, j'ai envie qu'il fasse telle température, qu'il y ait telle luminosité, tout ça, ces préférences-là, il faut qu'ils nous connaissent. Donc s'ils nous connaissent, entre guillemets, il faut qu'on se fonde le plus possible avec la technologie. Et donc pour moi, on va être obligé d'être fliqué avec de la reconnaissance de visage, de détection de mouvement. Et donc oui, il y aura pour moi de la surveillance d'une certaine manière. Après, c'est toujours pareil, comment on exploite ces données et qui les exploite. Ok, d'accord. Ça me fait penser au futur portique ZFE pour vérifier que j'ai la vignette critère. Non, je me devais de la placer, celle-là. Je sais, c'est un hors-sujet. Jeanne, si tu m'entends. Ok, Anita, le côté contrôle social? Oui, en tout cas, tout est là. Tout est là, ok. La question du contrôle social, c'est ce qu'on en fait. C'est ce que décident les autorités à un moment donné, ceux qui sont à la manette d'en faire. Voilà. On peut très bien vivre avec l'intelligence artificielle qui puisse s'adapter à tous nos besoins, à nos spécificités, sans que ce soit du contrôle. C'est-à-dire que c'est un contrôle technique, mais qui ne porte pas sur ma liberté de penser, d'agir et de faire différemment des autres. Par contre, à un moment donné, s'il y a cette possibilité de capter qui je suis, de dire précisément où je vais, ce que je fais, ça veut dire aussi qu'on peut intervenir sur ma liberté d'agir et de penser. Ok. Moi, je pense qu'on a déjà des prémices aujourd'hui. Tu as cité tout à l'heure, c'est une question, on s'achemine lentement et sûrement vers des aspects plus enjeux spirituels et bibliques. Tu as cité Tour de Babel, Anita, dans la Genèse. Mais en fait, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, au début, je me suis dit, je vais leur poser la question, parce que je me suis posé la question. Et en fait, assez rapidement, j'ai trouvé que ma réponse allait être non. Tiens, si je répondais moi-même à ma question tout de suite. Allez, Philippe, alors tu te poses la question, est-ce qu'on pourrait penser que c'est une sorte de tour de Babel? Alors spontanément, je me suis dit oui, parce qu'il y a il y a un point commun, je trouve, avec l'épisode relaté dans la Genèse, donc premier livre de la Bible, comme nous l'a rappelé notre prophétesse en chef. Mais c'est la folie des grandeurs et l'être humain qui va au bout du bout. Voilà, donc ça, j'ai trouvé un point commun. Mais après, j'ai pas trouvé dans ce projet, je trouve, personnellement, le côté se prendre pour Dieu ou essayer de toucher Dieu. Je trouve qu'il n'y avait pas cette dimension de remplacer Dieu, en tout cas directement et consciemment. Voilà, c'est l'opinion que je me suis faite sur ma propre question. C'est quoi ces sourcils froncés? Je trouve qu'il y a une belle arrogance quand même. Quoi, chez moi? On pourra en parler dans une autre émission éventuellement. C'est pas ce que je voulais dire. Ok, des remplaçants, définitivement. Je ne sais même pas s'ils sont dans la liste des 26 d'ailleurs.
Pardon. Ce que je voulais simplement dire, c'est alors, pour moi, il y a un petit côté quand même vouloir toucher Dieu, dans le sens où, alors peut-être pas vouloir, comme avec la tour de Babel, même si je connais pas parfaitement l'histoire, le vouloir le toucher, essayer d'être comme lui, il y a quand même une certaine arrogance de dire, un peu, j'ai besoin de personne, une indépendance vis-à-vis de Dieu éventuellement, plutôt, vis-à-vis de ce projet. Ok. Un peu, parce que pour moi, là, ce qu'il essaye de créer, c'est un espèce de paradis artificiel, un paradis terrestre. C'est comme ça, moi, c'est la première impression que je me suis faite. C'est vraiment les premiers mots qui me sont venus. C'est paradis terrestre, paradis artificiel. On va essayer de recréer une espèce d'écosystème concentré pour seulement quelques personnes et faire en sorte que ce soit le paradis humain, entre guillemets. Ok. Ah ouais, donc il y a un côté quand même... Donc il y a quand même un côté, entre une dimension spirituelle à ce niveau-là, où l'homme essaie de recréer quelque chose qu'il n'est pas capable de recréer en réalité. Ok. Alexandre? Ouais, Tour de Babel. Tout à fait, exactement, je pense exactement la chose qu'Alban, et je rajouterais même que dans la tour de Babel, c'était tous les hommes qui parlaient la même langue et qui s'unissaient entre eux. Et en fait, c'est exactement ça sur le site de Neom, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont chercher l'élite du monde entier. Ouais, et en fait, très rapidement, on tombe sur les offres d'emploi, donc je vous donnerai des nouvelles de ma candidature. Et puis Camille sera photographe. Exactement. Et donc voilà, on réunit l'élite du monde entier pour construire un projet, notre petit paradis sur Terre, entre nous. Et en plus de ça, bien sûr, sur toutes les candidatures que j'ai vues, il faut parler anglais. Et du coup, je me suis dit, mais au final, aujourd'hui, on a tous la même langue, on parle tous, enfin je dis tous, toute l'élite parle anglais, il faut, et donc du coup en fait on est en train de recréer ce qui se passait à l'époque, c'est-à-dire qu'on parle tous entre nous et on construit des super trucs, puis on se débarrasse un petit peu de Dieu, puisqu'en fait le paradis il est là, il est déjà sur Terre, donc pourquoi espérer mieux? Je rappelle quand même que d'après la Bible, ce que la Bible appelle le péché, qui est un mot le péché fondamental, c'est la prétention de l'homme de pouvoir se passer de Dieu. Voilà, c'est pas une question de morale, il faut quand même se rappeler ça d'abord. C'est une question d'orgueil en fait, de prétention de pouvoir se passer de Dieu. Là, je suis pas en train de me prononcer pour savoir si c'est possible ou pas, quoique ça va être ma prochaine question. Mais c'est ça, juste un petit rappel théologique sous ton approbation, Anita. Voilà, ce qu'on appelle aussi rater la cible. Babel, tour de Babel, Anita. On a fini avec la question. T'es pas intervenu parce que. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a alors c'est pas se mettre en rivalité avec Dieu. Je pense que c'est quelque part il se prend pour Dieu, puisque il y a aussi, j'allais dire, regardons ce contexte, le paysage. Imaginez cet immense, je sais pas quoi, immeuble. Grand truc dans le désert. Alexandre en a parlé un peu mieux que le grand truc dans le désert. Mais ça, c'est le côté un peu... voilà, Anita qui... Voilà, bon, avec ses trous, ses trucs, ses bidules... mais au moins, tout le monde comprend. Voilà. Bon, tu fais un effort pour être accessible, s'il te plaît. C'est très bien. Mais bien sûr, on a compris. Mais en fait, il y a quelque chose d'aberrant dans ce projet. Cette espèce de miroir... me dit je sais pas, enfin, c'est comme si on voulait dissimuler cet immeuble, enfin cet immeuble, c'est 170 km de ville, si on voulait les cacher au regard humain, si on voulait se refermer sur soi-même, se créer effectivement une sorte de paradis terrestre, d'oasis à part. Et je me dis, mais est-ce qu'on pense aussi à la psychologie humaine, alors qu'on est en train de s'interroger sur l'intégration de l'être humain dans la nature, d'essayer d'avoir un équilibre entre être humain, paysage, animaux, etc. Je veux dire, quelle est la place de la nature réellement, si ce n'est une nature recréée à l'intérieur de cette immense ville? Voilà, enfin, sous cet angle, même cette ligne, moi, ça m'interroge, ça me donne plutôt une impression d'enfermement. On est sur 200 mètres de largeur. Alors, on va aller un petit peu plus loin en tant que chrétien. Est-ce qu'on peut penser, parce que c'est le site Neom qui dit que c'est, je cite, la révolution de notre civilisation. Je cite, la révolution de notre civilisation. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut croire... Alors, éventuellement, on peut comprendre que l'être humain sans Dieu cherche à trouver des solutions, ok, mais est-ce que nous, on peut y croire, est-ce que l'être humain peut révolutionner lui-même sa civilisation? Alexandre. Oui, je pense qu'on... Tu me remercies pour la question, c'est ça? Oui, non, mais c'est effectivement... Je pense qu'ils peuvent révolutionner la civilisation, mais est-ce que c'est la civilisation de tout le monde, ou est-ce que c'est, entre guillemets, leur mode de fonctionner à eux? Alors quand je dis eux, c'est les fameuses élites qui sont accueillies. Je pense qu'ils vont, et puis il y a déjà des gens aujourd'hui qui sont sur une autre planète que la nôtre, qu'on n'imagine pas, dans des grandes villes. Enfin, on parlait de Dubaï tout à l'heure, mais ça existe déjà. Oui, eux, ils veulent mettre 9 millions de personnes dedans. C'est peut-être là la différence. Mais peut-être qu'à ce moment-là, on sera 9 milliards.
Donc 9 millions, c'est pas la civilisation de la planète, quoi. Et donc qu'est-ce qu'il en est des autres qui ne sont pas justement à l'intérieur? Moi, c'est ça que je me pose. Donc à voir si ça fait des petits. Éventuellement. C'est ça, et puis même si on en fait 10, ça fera toujours que 90 millions sur 9 milliards. Ok, donc c'est ta manière à toi, c'est intéressant de répondre à la question civilisation, mais la limite, quelle civilisation? Une civilisation peut-être, mais pas toute la civilisation. C'est ça, et puis qu'est-ce qu'il en reste de ceux qui sont dehors? Et qu'est-ce qu'il en reste de ceux qui sont dehors, les manants, je te jure. Maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Alexandre, et puis je reviens aussi sur le côté un peu révolution, mais on est enfermé entre guillemets, et ce qui se passe à l'extérieur, bah on sait pas trop. C'est vrai que le grand défi actuellement, c'est pour l'homme, c'est vivre avec la nature, vivre avec la terre parce qu'on détruit, etc. Mais au final, on se rend compte que avec quelque chose d'aussi étroit et qui bousille la nature aux alentours, parce que je rappelle que les grands miroirs, en fait, ça va détruire toute la nature qui est autour, parce que ça fait des barrières en fait. Ça fait des barrières, premièrement, et même le soleil va réfléchir sur le miroir et ça va littéralement cramer toute la végétation aux alentours. Donc que ce soit ça, donc le côté destruction de la nature et recréation d'un microcosme juste pour nous, et puis le côté également, il y a qu'une petite partie des gens qui en profitent et le reste, ils sont en dehors, ils font quoi? Donc il y a vraiment ce côté-là, un peu une révolution, mais à l'encontre du bien commun entre guillemets, et tout pour un bien uniquement pour une petite partie des populations. Ok, civilisation, merci Alban. Un élément Anita supplémentaire à la civilisation actuelle. Ok, mais pas révolution de notre civilisation. Je pense que c'est une évolution. Une évolution. Pas révolution, mais évolution. Ok, bon, moi personnellement, mais vous me commencez à me connaître, hein, Philippe, ouais, c'est bon, on te connaît. Je ne crois absolument pas dans la capacité de l'être humain de s'en sortir tout seul. Voilà. Allez, dernier point. Si on fait quelques recherches web, à un moment donné, on vire eschatologie. Alors, eschatologie, étude de la fin des temps, c'est ça? Hein, voilà, ok. Et là, on commence à tomber sur, ouais, mais vous avez vu Neom The Line, où est-ce que ça se trouve précisément? Alexandre a été un petit peu, ouais, c'est un peu là, quoi. Mais on est apparemment à l'endroit où Moïse a vu le buisson ardent. On n'est pas loin de l'endroit où les Hébreux, toujours d'après les récits bibliques dans l'Ancien Testament, ont fui l'Égypte et où ils ont atterri de l'autre côté. Donc on n'est pas loin de terres comme Madian, par exemple. Et c'est là où il y a eu le veau d'or, hein, des récits bibliques. Qu'est-ce que vous pensez de ce foisonnement éventuel d'enchaînement de pensée chrétien sur, mais il y a des enjeux spirituels, l'endroit n'est pas neutre, il se passe des trucs. Voilà. Ok, Anita? C'est peut-être pas faux. Ah. C'est peut-être pas faux, mais je n'en ferai pas une doctrine et je pourrais pas le démontrer, mais oui, on peut peut-être se faire cette remarque et que c'est peut-être pas uniquement un hasard, que peut-être il y a symboliquement d'autres choses qui veulent se jouer, effectivement. Peut-être à l'insu même des instigateurs, moi j'ai presque tendance à dire. Peut-être même à l'insu, oui, tout à fait. À leur insu, peut-être qu'il y a quelque chose effectivement qui se joue de l'ordre du spirituel, mais alors là, franchement, là-dessus, j'ai envie de dire... De toute façon, Dieu aura le dernier mot. Hein. Oui, c'est comme ça que tu as terminé ta confession avec un joli bouclage. D'ailleurs, on est pressé parce qu'on a notre avion pour. Bref, pas pour le Qatar pour le coup, mais pour. Bon bref, Alban, ces éventuelles coïncidences éventuelles ou pas, je sais pas. En tout cas, je pense pas que les investigateurs en sont conscients. Si c'est un enjeu spirituel, je pense que ça joue plus haut que nous. Voilà, par définition, du coup. Alexandre? Oui, moi je me suis tout de suite posé la question, mais pourquoi on le fait en plein désert à 40 degrés? Enfin, alors après on va dire, l'Arabie Saoudite, il n'y a peut-être pas trop d'autres coins. Ok. C'est pas faux, hein. C'est pas faux, mais effectivement, un investisseur pur et simple qui se dit, on va se faire 500 milliards, on essaie de le faire déjà là où il y a moins de contraintes, parce que là, il y a le défi qui est là. Donc je pense que c'est pas anodin. Enfin, moi, je serais un petit peu moins tranché que vous. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'historique. Il y a le canal de Suez aussi. Attendez, il faut atterrir aussi. Hein. Là, c'est moi qui atterris en direct live. Oui, bien sûr, il y a le canal de Suez. C'est un enjeu stratégique. C'est 23% du commerce mondial, un truc comme ça. Si les chiffres sont faux, vous mettez en commentaire. Et surtout, vous nous proposez le bon chiffre. Hein. Voilà. Je crois que c'est 13. C'est facile de critiquer. Nous vous aimons, chers amis. Ah là là, ça y est. Et oui, donc dans tous les cas, il y a des enjeux économiques pour l'Arabie Saoudite et tout ça, mais pour moi, pas que. Effectivement, je pense qu'il y a une volonté aussi sur ces terres-là de marquer un nouveau paradis. Enfin, c'est peut-être faux, mais moi, je suis plus effectivement sur cet enjeu spirituel-là. Il parle pas trop de spiritualité, pas du tout sur le site, mais de toute façon,
voilà, le gouvernement là-bas, je pense, a quand même son idée aussi de. Ok. C'est pas impossible qu'il y ait même dans la réflexion d'origine, au-delà de l'aspect économique, où on doit être, etc., qu'il y ait aussi une réflexion religieuse. Fort certainement. L'Arabie Saoudite, c'est de l'islam wahhabiste. Donc, ok. Je vois que l'heure défile. Avec quoi je repars? C'est pas juste moi, on est d'accord. En quoi ça m'a fait du bien de préparer cette émission, de nous exprimer sur le sujet. C'est la question qu'on vous propose de vous poser également. Avec quoi je repars? Bonne question, Philippe. Qui veut démarrer de manière courte, s'il vous plaît, avant qu'on se quitte? On a le droit de dire, je sais pas trop, Philippe. En tout cas, ton nom verbal, c'est Anita. Oui, je sais. J'allais dire peut-être pas complètement rassuré quand même par rapport à ce vaste projet-là. Ok, très bien, merci. Ça a le mérite d'être flash. Alban? Perplexe et curieux, puisque j'ai hâte de voir ce que l'humain va vraiment en faire, en fait, tout simplement. Ok. Et puis les enjeux, on en a parlé. Après, c'est quelles seront les vraies conséquences et les aboutissements du projet. Ok, très bien. Alexandre? De mon côté, je me dis effectivement pour moi que c'est pas une solution au final, après avoir creusé un peu le truc. Je pense que ça sera pas forcément la bonne solution, mais du coup, je me dis, quelle est la bonne solution? Waouh! Puisque si c'est pas la bonne, il faut proposer une alternative. Je sais, il a vraiment piraté mon iPad, c'est pas possible. C'est écrit ici, au final. Non mais sérieux, si on garde le côté lumineux, l'ingéniosité humaine, ça devrait être quoi les axes directeurs si nous, on voulait pas que ce soit une dystopie, mais que ce soit vraiment une utopie, parce qu'il y a quand même des vrais défis de population, de ville, donc il y a quand même des questions. Alors vous, c'est facile d'être contre, Philippe, le collapsologue en chef, là. Mais alors, ça serait quoi? Comment on résout ce genre de défi sans tomber dans la dystopie? Eh bien, c'est une question ouverte. Il paraît que ça sert à ça aussi, les conclusions. De reposer une question, peut-être pour une prochaine émission. Voilà. Merci pour cette ouverture. Merci pour votre participation. Une équipe un peu renouvelée, et ça change tout dedans, et ça change tout autour. Voilà. Oh. Allez, c'est parti. À très bientôt pour un prochain épisode. Bye. Au revoir. Au revoir.